Denis Jacob, là je m'adresse aux policiers, vous connaissez bien le fonctionnement aussi là, c'est-à-dire qu'il va être carrément tout de suite emmené pour être placé en détention, avec aussi normalement le suivi qui lui est dû, j'allais dire, dans le domaine de l'addictologie. La question c'est, est-ce qu'en prison on a les moyens de ce suivi-là ? Alors la situation qu'on nous annonce là, effectivement, est inédite, certainement parce que Pierre Palmade est une personnalité publique, que ce qu'il a commis attire l'attention, avant d'aborder sa situation médicale, la situation des drogues, avec les accidents de la route. Et j'en profite pour dire que c'est quand même un paradoxe que nous vivons en ce moment, alors qu'on a cette affaire, il y a un mois, un rapport du Conseil économique et social et environnemental annonce son désir de voir légaliser le cannabis. Donc le cannabis plus l'alcool, c'est 29 fois un risque d'accident mortel, routier. Et donc ça met en lumière, malheureusement je dirais, mais il a fallu qu'il y ait une personnalité publique pour qu'on en parle autant de temps. Ça fait 15 jours quand même qu'on parle de l'affaire Pierre Palmade, pour mettre en lumière cette problématique de la drogue et des accidents de la route. Donc je pense qu'il faut aussi en tirer les leçons et aborder ce sujet de fond qui, pour le moment, depuis 15 jours, n'est pas abordé. Sur l'état de santé, sur l'état de santé, effectivement, on a une annonce d'une condamnation. Elle va certainement être assortie de certaines conditions médicales, parce que nous avons des détenus en France aujourd'hui qui ont des problèmes de santé et qui, quand ça nécessite une hospitalisation, on fait ce qu'on appelle une extraction de l'établissement pénitentiaire, on l'emmène à l'hôpital. Ce sont les policiers d'ailleurs qui assurent le transfert et non pas les personnels pénitentiaires. Enfin, ça dépend des établissements, puisqu'il y a aussi un problème de mission entre la pénitentiaire et la police nationale. Mais en général, ce sont les policiers qui le conduisent à l'hôpital, et tout le temps de son hospitalisation, sa chambre est gardée par 2 policiers. Donc là, je veux juste préciser que dans ce cas-là, avec la décision qui vient d'être annoncée, c'est une... il va aller directement en prison, hein. Avec le mandat de dépôt, c'est très clair. C'est-à-dire une décision immédiate avec mandat de dépôt. Cette annonce, normalement, témoigne que l'avis médical que les magistrats ont eu indique qu'il n'y a pas de contre-indication d'incarcération avec son état de santé. Tout à l'heure, Denis Jacob, clairement, Pierre Palmade, quand on dit un placement en détention provisoire, surtout avec un mandat de dépôt, c'est immédiat, c'est la prison. C'est immédiat, mais il y a le droit. Et Pierre Palmade ne bénéficie pas de mesures différentes que n'importe quel contribuable, ni plus ni moins. Pourquoi ? Il est clair qu'un mandat de dépôt, c'est une mise en prison immédiate, à condition que son état de santé le permette. Si son état de santé ne le permet pas, il y a 2 possibilités. Soit son état de santé n'est pas trop grave et il peut aller dans un établissement pénitentiaire médicalisé, et donc là, il est pris en charge. Et si son état de santé est trop grave, il peut faire l'objet d'un mandat de dépôt à l'hôpital, gardé par des policiers. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas alors laissé assignation à résidence à l'hôpital dans ce cas-là ? Parce qu'on a une affaire qui est en cours et que les magistrats sont obligés de prendre une décision par rapport à l'affaire pour laquelle il est poursuivi, et qu'il y a des victimes, il ne faudrait pas les oublier, et que les victimes attendent une décision de justice par rapport à l'acte qu'il a commis. Et c'est ce que viennent de faire les magistrats. Ils doivent y résister. Pour une justice dont on a dit souvent qu'il fallait, elle le fait, mais qu'il fallait davantage qu'elle mette au centre, au cœur, les victimes, d'abord... Oui, les magistrats prennent aussi en compte les antécédents de la personne mise en cause. Probablement. Et il y a des antécédents. Oui. Donc, en réalité, cette décision est presque logique. C'est ce que disait la maman de Antoine Aleno, qui a dit que justement, on n'a pas pris en considération tout le pédigré de la personne et surtout, on n'a pas mis au centre les victimes. Et justement, elle parlait même qu'il faut arrêter de dire homicide involontaire. Parce que pour elle, à partir du moment où on fait le choix, en ayant pris de l'alcool, alcoolisé ou de la drogue, on est en toute responsabilité. Tout à fait. Et là, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, moi, je fais partie des personnes où je dis que la symbolique de la prison, elle n'est pas la même, en fait. C'est-à-dire que la prison, tout de suite, ça pose un cadre où on sent que la justice, elle rend justice. C'est ce que ressent l'opinion. Mais moi, j'en fais partie, on en fait partie, nous aussi, l'opinion. Et effectivement, je fais partie des personnes où si on me dit il est hospitalisé, dans un cadre, effectivement, où c'est beaucoup plus
en soins, etc. Ce n'est pas la même chose. Vous avez raison, mais notre rôle, c'est de dire aussi qu'à l'hôpital, c'est une privation de liberté, qu'il ne peut pas aller où il veut et qu'il y a des obligations. Oui, mais en même temps, Sonia, on peut parfaitement être incarcéré. Je pense que les magistrats qui ont pris cette décision savent parfaitement. On peut être incarcéré et suivre des soins en état, comme vous avez dit, monsieur, extradé. Connaissant, pardonnez-moi, mais les moyens de nos prisons, je veux pas. Ils sortent en fait. C'est pas. Là aussi, il y a une vraie question sur ne devrait-on pas dans notre pays réfléchir à construire 1 ou 2 hôpitaux carcéraux justement pour être dédiés spécifiquement aux détenus plutôt que de les emmener dans un hôpital public où on connaît tous les problèmes des hôpitaux et puis qui prend aussi des effectifs de la police nationale. Que va-t-on vous dire que c'est à l'aune d'une affaire médiatique et d'une célébrité qu'on se pose ce genre de questions alors qu'il y a beaucoup d'anonymes certainement dans cette situation qui sont en prison et sans possibilité de se sevrer. Tout à fait. Dans cette affaire, Pierre Palmade ne bénéficie pas de mesures d'exception. Les magistrats appliquent le droit tel qu'il doit être appliqué, en prenant en compte aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ses antécédents. De ne pas oublier aussi qu'il est poursuivi pour homicide involontaire. C'est pas rien. Il y a un bébé qui est décédé. Et moi, j'ai une pensée toute particulière pour... Il y a une autre enquête sur les images. Bien évidemment. Bien sûr, ça, on va en parler. Bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'aller enfoncer Pierre Palmade au prétexte que c'est une personnalité publique. C'est pas ça le débat. C'est de trouver l'équilibre entre la décision de justice d'incarcération et son état de santé. Et là, je vous en ai donné les explications. Et je pense qu'en fin de compte, les magistrats ont pris une décision pénale, mais la situation de Pierre Palmade demain ne va pas changer. Il restera hospitalisé le temps nécessaire que son état de santé permette. Il y a le symbole de la détention, de la prison. Et c'est vrai qu'à l'aune de tout ce que l'on dit, Denis Jacob, on est presque en train d'oublier non pas l'essentiel, parce que l'essentiel restera toujours les victimes et leur état de santé, mais l'accident. Et les circonstances de l'accident, ce que vous rappelez tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'éloigne aussi de ce qui s'est passé et de cette tragédie. Il faut savoir, et ça c'est les statistiques de la sécurité routière, donc ça c'est pas mon avis, c'est des statistiques officielles, un accident sur 5 mortel est lié à la consommation de stupéfiants. Un accident sur 3 est lié à la consommation des stupéfiants le week-end et la nuit. Et je salue, j'en profite pour le saluer, parce que je ne suis pas toujours d'accord, mais là, il faut le saluer, le ministre de l'Intérieur, quand il pose la question du débat sur l'homicide routier, oui, il faut poser ce débat sur l'homicide routier. Parce que quand on demande la légalisation, je reviens là-dessus, du cannabis, le cannabis récréatif, alors on fume un joint, 2 joints, on boit de l'alcool, ça multiplie par 29, le cannabis plus alcool, c'est fois 29 le risque d'accident mortel. Il faut se poser la question de la responsabilité de la personne qui, consciemment, choisit de fumer du cannabis, qui consciemment choisit de consommer de l'alcool et qui va partir prendre son véhicule et tuer quelqu'un. Et il faut véritablement avoir ce débat de société aujourd'hui sur la responsabilité du conducteur qui, en toute conscience, a consommé des produits qui ne lui permettent pas de prendre le véhicule. Et donc, il faut poser ça sur la table. Et je réitère, donc, je salue la décision du ministre de poser ce débat. Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Est-ce que vous avez précisé avec beaucoup de justesse, Jeanne, rejoint ce que vous dites depuis tout à l'heure, Denis Jacob. C'est important quand même, et merci parce que vous nous éclairez sur tout ce processus. C'est-à-dire, quand on dit décision immédiate, non. Il faut maintenant que cela soit compatible avec son état de santé. C'est-à-dire, ça peut être demain ou ça peut être dans une semaine ou dans un mois, le temps nécessaire à ce que son état de santé se rétablisse et qu'il soit compatible avec une mesure de détention provisoire. Vous nous avez donné la réponse, parce que nous nous posions la question de savoir si ces magistrats tenaient compte de ce qui s'était passé justement avec l'AVC de Pierre Palmade. En réalité, ils rendent leur décision et puis après, ils en tiennent compte pour voir quand elle peut être exécutée. La décision des magistrats de mise sous mandat de dépôt, c'est la continuité de l'affaire judiciaire pour laquelle ils se sont saisis dès le départ, sans tenir compte, ne pas dire qu'ils n'ont pas de sentiment, mais ils appliquent le droit. Ce sont des magistrats. Ils appliquent le droit. Et puis ensuite, une fois que le droit est appliqué, on voit s'il est adapté à la situation de santé de Pierre Palmade ou de n'importe quel citoyen pour dire oui, il peut aller en prison, en détention provisoire tout de suite, ou non, ça nécessite 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça, c'est la vie médicale. C'est la vie médicale qui le dira. Oui, je suis d'accord. C'est ça qui. Alors, dans un tel contexte, je voulais en arriver là, Denis Jacob, est-ce qu'il y a, parce que quand il ira en prison et quand le procureur de la République va juger que c'est compatible avec son état de santé, est-ce qu'il y a une protection ?
pour ces individus-là? Est-ce qu'il y a une protection particulière? Est-ce qu'il bénéficiera en prison d'une protection par rapport à d'autres individus qui, eu égard à tout ce qu'ils auront entendu, notamment sur, pardonnez-moi, l'enquête de pédopornographie, risquent de s'en prendre à lui aussi? Disons que l'incarcération, suivant qui vous êtes, n'est pas forcément la même. Voilà, il y a des mesures effectivement de protection quand il s'agit de personnalités en milieu carcéral, bien évidemment. Et fort heureusement, parce qu'on ne met pas en prison quelqu'un pour qu'il s'y fasse tuer non plus, par exemple. S'agissant des réseaux sociaux, je pense que c'est important de le signaler. Effectivement, la rumeur, qu'elle soit vraie ou fausse, dès lors qu'elle est mise sur les réseaux sociaux, et je pense notamment à des moteurs de recherche bien connus, une fois que vous y êtes, quand vous allez taper votre nom dans le moteur de recherche, on va tomber sur des faits pour lesquels vous n'aurez pas été jugé responsable. Et ça restera pendant des années. Vous pourrez toujours demander l'effacement de données, mais ça prendra un temps fou. Alors, c'est vrai qu'il y a Cet accident tragique, la police, elle est confrontée à ce genre de drame, de tragédie. Et ensuite, au bout de la chaîne judiciaire, quand il n'y a pas d'incarcération, comme il n'y a pas de détention provisoire, certains viennent nous dire, mais c'est pas normal. La justice n'est pas assez, ne met pas en son cœur, en son centre. Mais si vous voulez, je là, voudrais rebondir sur ce que monsieur disait, parce qu'il a entièrement raison, mais pas complètement. le mais qu'on entend trop souvent. Mais c'est un fait divers sordide, effectivement. Alors c'est Pierre Palmade, donc forcément, et les médias font leur travail, puisque c'est Pierre Palmade, c'est une personnalité publique. Ça reste un fait divers, mais c'est un fait divers qui s'inscrit dans un fait de société. Une fois de plus, je suis désolé de revenir là-dessus, mais la drogue au volant, l'alcool au volant, c'est un fait divers qui s'inscrit dans un problème de fait de société sur lequel on a un débat depuis des années sur la dépénalisation de certaines drogues, sur la légalisation de certaines drogues, et ça doit revenir au centre du Denis débat. Jacob, vous êtes en train de dire qu'à l'aune de ce qui s'est passé, de cette tragédie qui a ce retentissement, le débat sur la dépénalisation... La légalisation. Oui, la légalisation, il devrait être clos. Mais il bien devrait sûr, même pas avoir... Bien sûr, il devrait d'autant plus être clos que là où c'est légalisé, les pays reviennent dessus. Les Pays-Bas, l'Espagne reviennent sur la question de la légalisation de certaines drogues. Donc arrêtons ce débat stérile et inutile, puisqu'on nous démontre aujourd'hui, par cette affaire, que la consommation de drogue et d'alcool, parce que je n'exclus pas l'alcool, ou même d'antidépresseurs, madame le disait tout à l'heure, dès lors qu'on n'est pas en état psychique, psychologique de conduire, eh bien on ne doit pas et on est pénalement responsable. Et c'est ce débat-là qu'on doit avoir au lendemain de l'affaire Pierre Palmade. Ne faisons pas de hiérarchie. Il faut être très prudent dans ce qu'on dit, et excusez-moi, ne le prenez pas comme une critique mais si, allez-y, mais au contraire. il faut pas parler de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas. Il faut être très prudent sur la drogue. Le cannabis n'est plus une drogue de classe. Ce n'est plus la drogue des quartiers difficiles. Le cannabis, on le trouve dans toutes les classes de la population française. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un consommateur de cannabis ne va pas devenir demain un consommateur de cocaïne. Par contre, 90% des consommateurs de cocaïne ont été des consommateurs de cannabis. Oui. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est pas parce qu'on consomme du cannabis qu'on va passer à l'héroïne et après à la cocaïne. Par contre, la cocaïne reste quand même malgré tout, de manière globale, une drogue de classe. Je suis désolé de le dire, mais on ne retrouve pas la cocaïne dans tous les milieux des classes de la population. Merci. Mais ça veut dire que, s'il vous plaît, l'important n'est pas la hiérarchie entre les drogues, l'important c'est les conséquences, les effets dévastateurs de ces drogues, etc. Je pense qu'elles touchent aujourd'hui de plus en plus, évidemment, tout le monde. Mais pour vous, moi j'entends, Denis Jacob, le débat doit être ouvert sur les risques d'une légalisation. Ah oui, complètement. Je pense que parce qu'on ne l'entend pas beaucoup, ce débat sur le plan politique en ce moment. Cette affaire malheureuse, qui a quand même, il y a quand même un enfant défiguré, quelqu'un qui a été mis dans le coma et qui vient de se réveiller, une maman qui a perdu un enfant. Je pense qu'il faut que cette affaire serve de leçon. Serve de leçon à ceux qui consomment de la drogue, de l'alcool, qui conduisent, mais serve aussi de leçon à tous ceux qui, aujourd'hui, portent un débat de légalisation de la drogue. C'est ça qui m'intéresse. On va le susciter, ce débat. Denis Jacob, qu'on ne découvre pas. On sait qu'au sein des prisons, il y a ce genre d'unité. Maintenant, la question
des moyens qui sont alloués reste une vraie question. Et adapté. Oui, Et alors, adapté, les moyens des établissements pénitentiaires, comme les moyens des hôpitaux, comme les moyens de la justice et de la police, c'est un éternel débat qu'on a depuis maintenant des décennies. Alors oui, il y a des unités médicalisées, comme vient de le dire le représentant de la pénitentiaire. Je n'en connais pas le niveau de soins. Comme un service de dictologie dans un hôpital? Non, je suppose. Sinon, Voilà, je pense pas. Je pense pas. Je suis pas spécialiste de la pénitentiaire, donc je me garderai de dire de quelle nature sont les soins prodigués dans ces établissements-là. Mais je ne pense pas que des personnes qui ont des maladies graves soient prises en charge par les établissements médicalisés en milieu hospitalier. Je pense notamment à M. Balkany quand il a été emprisonné. Il est allé en milieu hospitalier par rapport à sa maladie. Il n'a pas été pris en charge par une unité médicalisée de l'établissement pénitentiaire. Si L'établissement hospitalier de Fresnes, notamment, puisque c'est le plus gros centre visiblement de France, il faut savoir que ce n'est pas un centre qui apporte des soins en vase clos. Il travaille en complémentarité avec les hôpitaux d'Île-de-France, avec l'hôpital Salpêtrière, et que nous, policiers, et je le disais tout à l'heure, quotidiennement, nous sommes amenés, les médecins sont en contact. Si au niveau de la maison de santé de Fresnes, enfin l'établissement hospitalier de Fresnes, les médecins déterminent que l'état de santé nécessite une hospitalisation à l'extérieur, nous, policiers, on va le chercher, on l'emmène en milieu hospitalier pour suivre les soins dont il a besoin. Il n'y a pas de rupture dans le suivi médical. Et là, aujourd'hui, il est hospitalisé, Pierre Palmade, au Kremlin-Bicêtre. Si demain, il va à Fresnes, dans l'hôpital médicalisé, ça va rester en lien avec l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et voir comment évolue son état de santé. Et s'il faut qu'il soit tous les jours transféré vers un centre d'addictologie, c'est ce qui sera fait et il sera ramené tous les soirs pour dormir à l'établissement pénitentiaire. Alors, dans cette affaire, et là j'en reviens à l'accident, celles qui ont pris, pardonnez-moi du mot, à perpétuité, ce sont les victimes. Et se pose la question donc de la juste peine. C'est pas à nous de juger, mais vous avez dit tout à l'heure, Denis Jacob, très justement, il faut, j'allais dire, féliciter, en tous les cas souligner quand le ministre va dans le sens, courageusement prend un sujet à bras-le-corps comme celui de l'homicide routier, il faut en parler. Mais moi, je m'interroge, est-ce que ce ne sont que des mots ou derrière, véritablement, il y a une signification avec cet homicide routier? Non, je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté du ministre, clairement. Alors, il y a toujours les annonces à la suite d'une affaire comme celle-là, bien évidemment. Le ministre est avant tout un homme politique, mais il est quand même là aussi, comme on dit chez nous, c'est le premier flic de France. Donc il est quand même là pour faire en sorte d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et quand un ministre lance une telle annonce, c'est que derrière, il va y avoir un travail concret effectué en lien avec le ministre de la Justice, bien évidemment, pour faire aboutir ces choses. Pourquoi ? Parce qu'en France, et c'est un constat général, aujourd'hui, la victime attend, et c'est toute la question des états généraux de la justice qui a été lancée par M. Dupond-Moretti. Aujourd'hui, les victimes sont obligées d'attendre des mois avant d'avoir un résultat et une reconnaissance du préjudice qu'ils ont subi. Donc, la justice a besoin d'aller de plus en plus vite. Et il y a des réformes en cours, notamment de simplification de la procédure pénale, une réforme, et ça, c'est ce que nous, on appelle de nos voeux, au titre d'Alternative Police, un vrai dépoussiérage du code de procédure pénale et du code pénal, parce qu'il y a besoin d'actualiser tout ça pour rendre une justice juste, bien évidemment, mais plus rapide, et puis de donner à la justice les moyens de faire son travail, comme ça a pu être fait encore très récemment pour la police nationale, avec 15 milliards d'euros pour la sécurité en France. Le ministère de la Justice a besoin de ces moyens parce qu'ils ont des problèmes d'effectifs, ils ont des problèmes de moyens technologiques. Aujourd'hui, on arrive encore le plus grand mal de transmettre numériquement la procédure de la police vers la justice. Et tout ça, il faut que ce soit réglé pour que la justice puisse travailler beaucoup plus rapidement, pour que les victimes soient... Parce que les victimes sont considérées comme les oubliés.
de la justice. Et donc, il faut renverser cela. Aujourd'hui, on a le sentiment, et je parle bien de sentiment, qu'on donne plus de possibilités aux mises en cause qu'on en donne aux victimes. Et donc, aujourd'hui... Maintenant, heureusement, fort heureusement, ils ont leurs droits aussi. Bien sûr, tout bien à sûr. fait. Mais les droits de mise en cause ne doivent pas être supérieurs aux droits de la victime. Ben, bravo. C'est quand même ce que l'on ressent aujourd'hui dans notre pays. Je rappelle qu'il y a aussi une autre... l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques, on en a parlé tout à l'heure, elle se poursuit. Au cœur de cette enquête, il y a 2 hommes qui ont été entendus en audition libre. 2 autres ont été placés en garde à vue, dont l'un est mis en examen pour détention d'images pédopornographiques. Dans cette enquête, Pierre Palmade n'a pas été entendu, n'est pas encore. Il est présumé innocent. C'est une enquête aussi qui est en cours. Il y a l'enquête sur l'accident aussi, avec l'interrogation que je vous relayais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas ces campagnes de prévention. J'allais dire que c'est presque évident, parce que c'est interdit de consommer de la drogue, d'abord tout court, et qui plus est en prenant le volant. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie terrible, Denis Jacob, justement, de ne pas faire ces campagnes de prévention? Je vous poserai la question, Laura, tout à l'heure. Alors que... Je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie qui est faite sans qu'elle soit forcément publique. Mais alors, quelle valeur a-t-elle qui est dans l'enseignement. Je pense qu'il y a Enfin, je sais que les policiers, les gendarmes interviennent en milieu scolaire, notamment pour sensibiliser les jeunes par rapport à la drogue. Non, mais vous avez raison, c'est un travail de fourmi. Est-ce qu'il ne faut pas des campagnes coup de poing qui montrent, pardonnez-moi, on a eu des campagnes pour l'alcool, la prise d'alcool, voilà, qui était d'ailleurs terrible mais lucide, par les conséquences et les images terribles qu'elles ont montrées. De mémoire, il me semble qu'il y a eu des spots publicitaires de la sécurité routière. Même vous dites de mémoire. Ça reste, oui, parce que c'est la principale préoccupation depuis des décennies, ça a été l'accidentologie liée à la consommation d'alcool et que la majorité des spots qui ont été faits par la sécurité routière portaient... Mais pourquoi c'est à la sécurité routière et à d'autres... Mais pourquoi pas, d'accord, sécurité routière, mais pourquoi pas sur la prise de drogue? Mais regardez, les politiques par publiques... définition, c'est interdit la prise de drogue. Denis Jacob. Bien sûr. Moi, je voudrais souligner le propos de Laura Lebar. Je pense que c'est très important ce qu'elle a dit, et malheureusement, ça passe un peu souvent aux oubliettes, comme on dit. C'est une responsabilité collective, et notamment des parents. Les parents qui eux-mêmes n'ont pas conscience que le fait que son enfant puisse consommer du cannabis puisse être particulièrement néfaste pour lui ou pour autrui. Et donc, c'est une responsabilité collective que l'on doit avoir. Et avant de parler de répression, je suis fonctionnaire de police, donc je peux en parler, mais il faudrait peut-être parler de la dissuasion, de la prévention, de la pédagogie qu'on doit faire auprès des enfants sur le fait que c'est un fléau, que ça nuit forcément à lui pour sa santé, mais aussi potentiellement que ça peut être un danger pour les autres. Et je pense que là aussi, il faut peut-être collectivement... Mais là, on dit que ce n'est pas toujours à l'État de faire, mais c'est quand même aussi au pouvoir public. Attendez. Le raisonnement, si on conscientise, comme vous dites, ça veut dire que celui qui prend sa voiture en ayant consommé des stupéfiants et des drogues, sait parfaitement le risque. Pour lui, c'est une chose, mais pour la société. Bien sûr. Bien. À partir de là... Complètement. Voilà. Le mot involontaire, comme vous l'avez dit, doit être gommé. Et ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, il l'a dit aussi. Tout à fait. Avec en toile de fond ce que réclament, je le précise, les familles des victimes de ces accidents-là, qui depuis des années ne supportent plus d'entendre le mot homicide involontaire. Voilà pourquoi ça dépasse, vous avez raison de le souligner, c'est pas juste quelques tests au bord d'une route. À la CFDT, puisque mon syndicat est affilié à la CFDT, nous avons différents syndicats professionnels. On travaille beaucoup avec le SGEN, qui est le syndicat de l'éducation nationale. On travaille aussi beaucoup avec la fédération santé sociaux. Donc on parlait de centres sociaux, etc. tout à l'heure. La CFDT est une confédération qui est ouverte sur tous les sujets de société parce qu'on est en tant que professionnel, quel que soit le corps dans lequel on travaille, directement concerné au quotidien par ces sujets-là. Et effectivement, je rejoins Laura Lebar une fois de plus là-dessus. Je pense qu'il faut effectivement ouvrir un débat sur toute cette problématique des drogues et des drogues de synthèse qui est un Eh bien, on le prolongera ensemble. En tous les cas, merci pour vos expertises respectives. Merci d'avoir été avec nous, Midi News.